Warren ne lâche plus Swazik d'une semelle. Lorsqu'elle quitte son domicile, encore fragilisée par les menaces qui pèsent sur elle, le jeune homme reste dans son sillage, suffisamment loin pour ne pas attirer son attention. Swazik avance sans savoir qu'elle est observée, tandis que cette présence silencieuse confirme que le maître chanteur n'a nullement l'intention d'abandonner la pression exercée sur elle. C'est alors que Samuel passe devant chez Swazik et remarque son inquiétude. Conscient qu'elle ne parvient plus à se sentir véritablement en sécurité, il décide de l'emmener avec lui à l'hôpital afin de la rassurer. Samuel tente également de relativiser la menace, persuadé qu'ils ont probablement affaire à des amateurs, mais cette conviction ne suffit pas à faire disparaître l'angoisse qui accompagne désormais chacun des déplacements de Swazik. À peine Swazik installé dans la voiture de Samuel, Warren profite de l'occasion qu'il attendait. Il s'approche du véhicule de la médecin et force discrètement son coffre, convaincu que l'argent qu'il recherche pourrait s'y trouver. Pourtant, sa fouille ne donne rien. Le coffre est vide de ce qu'il espérait découvrir, et Warren doit repartir sans avoir retrouvé la moindre trace du mystérieux argent qu'il réclame. Pendant ce temps, chez les Delcourt, Chloé porte sur son visage les traces d'une nuit particulièrement agitée. Elle confie à Judith qu'elle a parlé à Sonia et lui a expliqué qu'Alex et elle étaient prêts à assumer la nouvelle situation autour de Milo. Sur le moment, Chloé pensait agir avec générosité et responsabilité, mais maintenant que les conséquences deviennent concrètes, ses certitudes commencent doucement à se fissurer. Au petit déjeuner, elle choisit donc de ne rien dissimuler à Alex et Judith. Chloé reconnaît qu'elle n'avait probablement pas mesuré l'impact réel que l'arrivée de Milo pourrait avoir sur leur famille. Il ne suffit plus d'accepter une vérité en théorie, chacun va devoir trouver sa place dans cette nouvelle configuration, et Chloé comprend que cette adaptation risque d'être beaucoup plus délicate qu'elle ne l'imaginait. Alex reçoit bientôt un appel de Sonia, qui le rejoint ensuite au mât. Leur conversation prend immédiatement une tournure importante. Sonia commence par évoquer Chloé, qu'elle décrit comme une femme de cœur et intelligente. Cette discussion avec elle a visiblement provoqué un déclic. Après avoir longtemps protégé Milo derrière un mensonge, Sonia estime désormais qu'elle ne peut plus continuer à lui cacher l'identité de son père. Face à Alex, elle formule alors clairement ce qu'elle attend de lui si Milo souhaite se rapprocher de son père. Sonia espère qu'Alex pourra lui faire une petite place dans sa vie. La demande paraît simple, mais elle bouleverse profondément l'équilibre construit autour des Delcourt. Alex doit désormais envisager Milo non plus comme une conséquence abstraite de son passé, mais comme un garçon susceptible d'entrer réellement dans son quotidien. Dans le même temps, une autre énigme commence à prendre forme autour de l'argent disparu. Ellie est soudain traversée par un souvenir précis datant de 4h11 du matin. Dans ce flash, elle se revoit prendre une photographie de la cachette où l'argent avait été placé, à l'intérieur du casier de Marceau, dont la fermeture ne fonctionnait pas correctement. Intriguée par ce souvenir retrouvé, Ellie retourne vérifier le casier. La découverte est inquiétante, la liasse n'est plus là. Il ne reste qu'un unique billet de 100 €, presque dérisoire au regard de la somme qui avait été cachée. Quelqu'un est donc passé après eux et a récupéré l'essentiel de l'argent, transformant leur découverte initiale en une énigme dont ils ignorent encore totalement la réponse. Samuel, lui, ne se contente pas d'accompagner Swazik et de tenter de calmer ses inquiétudes. Il se rend également au commissariat et demande à George quand Aurore doit revenir. Puis il l'interroge sur une boîte de nuit appelée l'Abîme. Samuel cherche notamment à savoir si l'établissement possède une mauvaise réputation ou s'il est associé à des affaires de trafic de drogue. Pour justifier cette curiosité, Samuel explique simplement qu'Ellie souhaite s'y rendre et qu'il préfère se renseigner auparavant. George accepte de chercher des informations et promet de le rappeler lorsqu'il en saura davantage. Derrière cette démarche apparemment prudente, Samuel continue ainsi à avancer dans un environnement où plusieurs éléments inquiétants semblent désormais se croiser autour d'Ellie, de Swazik et de cet argent toujours introuvable. Ailleurs, l'atmosphère est beaucoup plus légère lorsque Nordine sort de la douche et découvre Manon, qui profite de sa journée de repos. Il lui demande ce qu'elle compte faire et apprend qu'elle envisage simplement d'aller à la plage. Mais leur tranquillité est rapidement interrompue par l'arrivée de William, venu avec une demande suffisamment inattendue pour surprendre le jeune policier. Il voudrait lui emprunter quelques vêtements. Cette envie n'a évidemment rien d'innocent. William reste obsédé par l'idée qu'Aurore serait attirée par des hommes plus jeunes et semble déterminé à lui prouver qu'il peut lui aussi adopter leur code. Après avoir multiplié les provocations, il choisit donc cette fois de transformer jusqu'à son apparence, sans comprendre que cette nouvelle tentative risque surtout d'accentuer l'exaspération de sa femme. Lorsqu'il débarque ainsi au commissariat dans une tenue volontairement jaune, William espère manifestement provoquer une réaction. Aurore,
elle, ne voit rien de séduisant dans cette mise en scène et lui fait comprendre qu'elle le trouve pathétique. Loin de s'arrêter, William continue son numéro devant les collègues de sa femme, comme s'il voulait pousser la plaisanterie jusqu'à l'humiliation. Mais Aurore n'a plus aucune envie de participer à ce jeu. Elle lui reproche ses gamineries et laisse éclater son ras-le-bol. Ce qui pouvait encore ressembler à une provocation conjugale devient le symptôme d'un malaise plus profond. William, enfermé dans sa jalousie et ses réactions puériles, ne semble toujours pas comprendre qu'en cherchant constamment à tester Aurore, il fragilise leur couple au lieu de le défendre. Manon décide alors d'intervenir. Elle refuse de laisser son père poursuivre cette fuite en avant et lui dit clairement qu'il se ridiculise. Selon elle, William est beaucoup plus intelligent que l'homme qu'il donne actuellement à voir. En voulant devenir une caricature de jeunesse pour attirer l'attention d'Aurore, il finit surtout par devenir une caricature de lui-même. Les mots de sa fille frappent William bien plus profondément que les reproches précédents. Manon ne cherche ni à se moquer de lui ni à prendre le parti d'Aurore contre son père, elle lui montre simplement ce qu'il est en train de risquer. Pour la première fois, William semble obligé de regarder ses propres comportements sans pouvoir les dissimuler derrière une plaisanterie ou une nouvelle provocation. Les paroles de Manon continuent de résonner dans l'esprit de William. Jusqu'ici, il s'était enfermé dans une succession de provocations destinées à faire réagir Aurore, persuadé qu'il pouvait tourner sa jalousie en dérision. Mais entendre sa propre fille lui expliquer qu'il est devenu une caricature change brutalement la perspective. Derrière ces plaisanteries, William commence enfin à percevoir le danger qu'il faisait peser sur son couple. Pendant ce temps, Chloé cherche elle aussi à mettre de l'ordre dans des sentiments contradictoires. Elle retrouve Marianne et lui parle de Milo, ce fils d'Alex dont l'existence bouleverse désormais leur quotidien. Chloé avoue qu'elle regrette presque d'avoir pris l'initiative de parler à Sonia. Elle voulait faire ce qui lui semblait juste, mais accueillir concrètement un enfant supplémentaire dans l'histoire familiale se révèle autrement plus difficile. Marianne comprend rapidement que sa fille s'est une nouvelle fois préoccupée du bien-être des autres avant de penser au sien. Pour elle, Chloé a parfaitement le droit d'être en colère et de reconnaître que cette situation lui pèse. Elle n'a pas à porter seule les conséquences du passé d'Alex, ni à se forcer à accueillir chaque bouleversement avec le sourire simplement parce qu'elle veut protéger ceux qu'elle aime. Les mots de Marianne sont durs lorsqu'elle évoque Alex. À ses yeux, Chloé ne doit pas devenir celle qui assume systématiquement les erreurs de son mari. Derrière cette colère maternelle se cache surtout la volonté de rappeler à sa fille qu'elle possède elle aussi des limites. Accepter Milo ne signifie pas effacer instantanément la douleur, l'inquiétude ou le sentiment d'être soudain déplacée dans sa propre famille. Chloé se retrouve ainsi confrontée à une contradiction qu'elle ne peut plus ignorer. Elle sait que Milo n'est responsable de rien et qu'il mérite de connaître son père. Pourtant, cette certitude morale ne suffit pas à neutraliser ses émotions. L'idée de voir cet enfant entrer dans la vie d'Alex lui rappelle que certaines conséquences du passé peuvent ressurgir longtemps après, obligeant toute une famille à reconstruire ses repères. Dans le même temps, Ellie et Marceau cherchent à comprendre comment l'argent a pu disparaître du casier. Après le souvenir revenu à Ellie et la découverte de cet unique billet de 100 € abandonné dans la cachette, leurs soupçons commencent à se déplacer vers Sophia. Un détail attire particulièrement leur attention lorsqu'ils surprennent une conversation entre elle et William au sujet d'une opportunité nécessitant une importante somme d'argent. Pour Ellie et Marceau, la coïncidence paraît suffisamment troublante pour être examinée. L'argent a disparu, Sophia parle justement d'une opération financière, et aucun des deux ne possède encore d'explication convaincante sur la personne qui aurait pu accéder au casier. Ils commencent donc à envisager sérieusement qu'elle ait pu récupérer la somme, même si cette hypothèse repose encore davantage sur leurs soupçons que sur une véritable preuve. À ce moment-là, Sonia se présente à la sortie de l'école pour retrouver Milo. Après sa conversation avec Alex, elle sait qu'elle ne peut plus reculer. Pendant longtemps, elle a choisi le silence, probablement convaincue qu'elle protégeait son fils en maintenant cette vérité à distance. Mais elle comprend désormais que continuer à mentir reviendrait à priver Milo d'une partie essentielle de sa propre histoire. Sonia prend alors son courage à deux mains et lui révèle enfin qu'Alex est bien son père. Pour Milo, cette phrase fait soudain basculer tout ce qu'il croyait savoir. Une vérité longtemps tenue hors de sa portée devient réelle en quelques mots, et surtout, Alex n'est pas une silhouette abstraite ou un homme inaccessible. Il se trouve justement non loin d'eux lorsque Sonia fait cette révélation. L'émotion prend immédiatement le dessus. Milo ne reste pas figé à chercher des explications supplémentaires, il court vers Alex et vient se blottir dans ses bras. Ce geste spontané efface momentanément toutes les complications qui entourent cette situation. Il n'y a plus le passé de Sonia, les inquiétudes de Chloé ou les conséquences familiales à anticiper,
seulement un enfant qui vient enfin de découvrir l'identité de son père. Alex accueille Milo avec la même émotion et ne cherche pas à maintenir une quelconque distance. Il lui affirme qu'il est fier et heureux d'être son papa. Ces quelques mots donnent à Milo la reconnaissance qu'il attendait sans même pouvoir la formuler auparavant. Sonia assiste à la scène, consciente que sa décision vient d'ouvrir une nouvelle étape dont personne ne peut encore mesurer entièrement les conséquences. Cette étreinte constitue pourtant autant un commencement qu'un soulagement. Alex peut désormais reconnaître pleinement Milo, mais il devra également lui construire une place au sein d'une existence déjà remplie par Chloé et leurs enfants. De son côté, Sonia vient de mettre fin au mensonge, sans pour autant résoudre toutes les difficultés. La vérité libère Milo, mais elle oblige désormais chaque adulte à assumer ce qu'elle transforme. Pendant que la famille Delcourt entre dans cette nouvelle réalité, William décide enfin de changer d'attitude envers Aurore. Après l'intervention de Manon, il comprend que ses provocations ne sont plus amusantes et qu'elles peuvent réellement lui coûter son mariage. Au lieu de chercher une nouvelle façon de rendre sa femme jalouse ou de l'embarrasser, il organise cette fois un apéritif accompagné de champagne afin de lui parler sincèrement. Face à Aurore, William abandonne donc le personnage qu'il s'était fabriqué et lui demande pardon. Aurore comprend rapidement que Manon est passée par là et qu'elle a réussi à provoquer chez son père l'électrochoc nécessaire. William réalise enfin que s'il persistait dans ses bêtises, il ne ferait pas seulement rire ou agacer sa femme, il pourrait finir par la perdre véritablement. La tension accumulée entre eux retombe enfin. Aurore n'a pas oublié les provocations de William, mais elle voit qu'il mesure maintenant la portée de ses actes. Les deux époux se retrouvent après cette période de jalousie et de gaminerie. Leur réconciliation ne vient pas d'une nouvelle démonstration spectaculaire, mais précisément du contraire. William cesse enfin de jouer et reconnaît simplement qu'il a dépassé les limites. Pendant ce temps, Ellie et Marceau ne renoncent pas à leur enquête improvisée. Convaincus que le téléphone de Sofia pourrait contenir une réponse, ils décident de le fouiller. Ils cherchent d'abord dans ses SMS, puis dans ses photographies, mais ne trouvent aucun élément permettant de relier directement la jeune femme à la disparition de l'argent. Leur hypothèse semble alors rester dans une impasse. C'est finalement dans les courriels qu'ils découvrent une information beaucoup plus précise. Sofia échange avec un conseiller financier et les documents leur permettent de comprendre d'où vient l'argent dont elle parlait avec William. Elle a contracté un prêt de 60 000 € afin de racheter le stand italien d'Arthur Hall. L'opportunité mystérieuse possède donc une explication parfaitement identifiable. Cette découverte change considérablement la piste suivie par Ellie et Marceau. Si Sofia avait besoin d'un financement au point de solliciter officiellement un prêt de 60 000 €, l'idée qu'elle ait récupéré clandestinement le sac devient beaucoup moins convaincante. Le mystère reste donc entier, tandis que le billet de 100 € retrouvé dans le casier demeure l'une des rares traces concrètes laissées par l'argent disparu. Et pendant qu'Ellie et Marceau voient leur principal soupçon s'effondrer, personne ne semble encore regarder dans la direction de Bruno. Pourtant, loin de leur recherche, celui-ci s'apprête à accomplir deux gestes qui vont donner à cette histoire une dimension beaucoup plus troublante. Swazik reçoit bientôt de sa part un message vocal, dans lequel Bruno lui propose simplement de partager un dîner gastronomique avec lui si elle est disponible. Le message de Bruno pourrait sembler anodin dans un autre contexte. Il propose simplement à Swazik de dîner dans un restaurant gastronomique, comme si la soirée pouvait se dérouler loin des menaces qui empoisonnent désormais son quotidien. Pourtant, autour de Swazik, chaque détail prend une dimension différente depuis que Warren la surveille et cherche avec une détermination inquiétante l'argent dont la disparition reste inexpliquée. Quelques heures plus tôt, Warren n'a d'ailleurs pas hésité à profiter du départ de Swazik avec Samuel pour fouiller sa voiture. En forçant son coffre, il espérait manifestement y retrouver ce qu'il cherche, mais sa tentative s'est soldée par un échec. Cette absence d'argent ne fait qu'entretenir l'incertitude, car personne ne sait encore où le sac a réellement terminé ni qui a pu s'en emparer. Samuel, de son côté, continue de penser que les personnes qui menacent Swazik sont probablement des amateurs. Cette conviction lui permet de conserver une certaine distance face au danger, mais les faits deviennent pourtant difficiles à banaliser. Swazik est suivie jusque devant son domicile, son véhicule est fouillé dès qu'elle s'éloigne et l'argent réclamé reste introuvable, autant d'éléments qui maintiennent autour d'elle une pression constante. Dans le même temps, Ellie et Marceau doivent revoir entièrement leur raisonnement. La piste Sofia paraissait crédible lorsqu'il l'avait entendu parler avec William d'une opportunité nécessitant beaucoup d'argent. Mais le courriel du conseiller financier change tout. Les 60 000 € dont Sofia avait besoin ne viennent pas d'un mystérieux sac retrouvé. Ils correspondent à un prêt destiné au rachat du stand italien d'Arthur Hall. Cette information n'efface cependant pas la question essentielle. Quelqu'un a bien récupéré l'argent caché dans le casier de Marceau.
Le souvenir d'Ellie est suffisamment précis. À 4h11 du matin, elle avait photographié la cachette, et le casier ne fermait pas correctement. Lorsqu'elle est revenue vérifier, un seul billet de 100 € subsistait là où se trouvait auparavant une somme beaucoup plus importante. Ellie et Marceau se retrouvent donc pratiquement au point de départ. Ils savent que l'argent a existé, ils connaissent l'endroit où il avait été dissimulé et disposent même d'une photographie permettant de fixer ce souvenir. En revanche, ils ignorent qui a découvert la cachette après eux. L'accès facile au casier multiplie les possibilités et rend leur recherche d'autant plus difficile qu'aucune preuve ne désigne encore clairement quelqu'un. Pendant ce temps, le bouleversement vécu par Milo prend une toute autre dimension. Après les mots de Sonia, le garçon sait enfin qu'Alex est son père. Sa réaction immédiate, lorsqu'il s'est précipité dans les bras d'Alex, a montré combien cette vérité comptait pour lui. Alex n'a pas hésité non plus, lui affirmant qu'il était fier et heureux d'être son papa, donnant à leur rencontre une intensité particulière. Mais derrière ce moment profondément émouvant se trouve toute la complexité que Chloé avait commencé à pressentir dès le petit déjeuner. Lorsque Sonia parlait encore de révéler la vérité, il était possible d'imaginer les conséquences à distance. Maintenant que Milo connaît Alex et qu'un premier lien s'est immédiatement créé entre eux, cette nouvelle place dans la famille n'est plus une hypothèse, elle devient une réalité avec laquelle chacun devra composer. Chloé n'a jamais voulu empêcher Milo d'accéder à son père. Au contraire, c'est notamment sa conversation avec Sonia qui a contribué à faire évoluer cette dernière. Pourtant, cette générosité ne la protège pas contre ses propres émotions. En parlant à Marianne, Chloé a reconnu combien il était difficile de voir soudain un enfant entrer dans leur vie, avec tout ce que cette arrivée peut déplacer dans l'équilibre qu'elle partage avec Alex. Marianne, fidèle à son tempérament, refuse que sa fille s'interdise toute colère au nom de la compréhension. Pour elle, Chloé pense trop souvent aux autres avant de s'autoriser à reconnaître ce qu'elle ressent elle-même. Elle peut souhaiter le bonheur de Milo et, simultanément, souffrir des conséquences de cette situation. Ces deux sentiments ne s'annulent pas, même si Chloé préférerait sans doute pouvoir accueillir ce changement sans aucune réserve. Alex se retrouve lui aussi face à une responsabilité nouvelle. Sonia lui a demandé une chose essentielle. Si Milo en éprouve le désir, elle espère qu'il pourra lui faire une place dans sa vie. Après l'étreinte entre le père et le fils, cette demande prend immédiatement une portée concrète. Alex ne peut plus seulement reconnaître la vérité, il doit maintenant réfléchir à la manière dont cette paternité va s'inscrire dans son quotidien. Ailleurs, une autre famille retrouve enfin un peu d'apaisement. William a compris, grâce à Manon, que ses provocations envers Aurore ne pouvaient pas continuer éternellement. Sa jalousie l'avait poussé jusqu'à débarquer au commissariat dans une tenue volontairement jaune, persuadé qu'il pouvait rivaliser avec ce qu'il imaginait être les goûts de sa femme, mais il n'avait réussi qu'à l'exaspérer davantage. Manon a été celle qui a brisé cette mécanique. En expliquant à son père qu'il se ridiculisait et qu'il devenait une caricature de lui-même, elle l'a obligé à abandonner ses justifications. William a finalement compris que derrière les remarques agacées d'Aurore se trouvait un risque beaucoup plus sérieux. À force de transformer leur relation en succession de provocations, il pouvait véritablement pousser sa femme à bout. L'apéritif au champagne organisé par William marque donc un changement profond dans son attitude. Cette fois, il ne cherche plus à provoquer Aurore ni à lui faire honte devant ses collègues. Il lui demande pardon. Aurore devine immédiatement que Manon a joué un rôle dans cette prise de conscience, mais l'essentiel est ailleurs. William reconnaît enfin qu'il s'est comporté de manière absurde et qu'il risquait de la perdre. Les deux époux peuvent ainsi se retrouver après plusieurs tensions. Cette réconciliation tranche avec l'incertitude qui continue de régner autour de Swazik et de l'argent. Alors que William et Aurore parviennent enfin à mettre des mots sur ce qui les éloignait, Ellie et Marceau restent enfermés dans une question sans réponse, tandis que Warren poursuit ses recherches sans parvenir davantage à localiser la somme qu'il réclame. À ce moment-là, Bruno se rend au Spoon. Rien, dans son attitude, ne permet encore d'affirmer qu'il est lié à cette affaire. Il vient de laisser un message à Swazik pour lui proposer un restaurant gastronomique et semble poursuivre normalement sa journée. Pourtant, lorsqu'arrive le moment de régler sa consommation, un détail attire immédiatement l'attention et donne soudain une autre résonance à tout ce qui précède. Bruno ouvre son portefeuille, et celui-ci contient de nombreux billets de 100 €. La découverte est troublante précisément parce que cette même coupure vient d'apparaître au cœur du mystère. Après la disparition de l'argent caché dans le casier de Marceau, Ellie n'y avait retrouvé qu'un seul billet de 100 €. Désormais, Bruno en possède une quantité suffisamment importante pour que la coïncidence devienne difficile à ignorer. Rien ne prouve pourtant qu'il ait récupéré le fameux sac.
Aucun élément ne permet encore de relier directement les billets de son portefeuille à ceux recherchés par Warren ou à l'argent disparu du casier. Mais alors que Sofia semblait constituer la piste la plus évidente avant que son prêt bancaire ne soit découvert, Bruno apparaît soudain avec une importante liasse de billets exactement au moment où tous cherchent encore l'argent. La présence de ces billets dans le portefeuille de Bruno ne constitue encore aucune preuve, mais elle intervient au moment le plus troublant possible. Jusqu'ici, l'argent disparu semblait circuler comme une ombre entre plusieurs personnages, sans jamais laisser derrière lui suffisamment d'indices. Sofia vient pratiquement d'être écartée des soupçons d'Ellie et Marceau, tandis que Warren cherche toujours désespérément une somme que personne ne semble capable de localiser. Le contraste est d'autant plus frappant que Bruno vient justement de contacter Swazik. Son message vocal ne contient pourtant rien d'inquiétant, il lui propose simplement un dîner dans un restaurant gastronomique si elle est disponible. Pris isolément, ce geste ne permettrait d'établir aucun rapprochement. Mais dans le contexte actuel, la liasse de billets de 100 € qu'il sort ensuite au spoon suffit à installer une interrogation impossible à écarter. Swazik, elle, ignore encore toute cette découverte. Son attention reste entièrement absorbée par les menaces dont elle fait l'objet et par cette impression de ne plus pouvoir effectuer le moindre déplacement tranquillement. Warren l'a suivie lorsqu'elle est sortie de chez elle, puis il a attendu qu'elle monte dans la voiture de Samuel pour forcer son coffre, convaincu que la somme recherchée pouvait être cachée à l'intérieur. L'échec de Warren montre pourtant combien celui-ci avance lui aussi à l'aveugle. S'il savait où se trouvait l'argent, il n'aurait aucune raison de fouiller clandestinement le véhicule de Swazik. Son geste révèle donc surtout qu'il continue à chercher et qu'il soupçonne probablement la médecin de pouvoir lui fournir ce qu'il réclame. Pendant ce temps, la véritable localisation du sac reste totalement inconnue. Samuel essaie encore de rassurer Swazik en estimant que ceux qui la menacent ressemblent à des amateurs. Pourtant, ses propres actions montrent qu'il ne prend pas entièrement la situation à la légère. Il l'accompagne jusqu'à l'hôpital pour qu'elle se sente plus en sécurité et se rend ensuite au commissariat afin d'interroger George sur l'abîme, cette boîte de nuit où Ellie souhaite apparemment se rendre. Samuel veut savoir si l'établissement traîne derrière lui une réputation inquiétante, notamment concernant d'éventuels trafics de drogue. George ne possède pas immédiatement toutes les réponses, mais promet de se renseigner et de le rappeler. Samuel reste donc vigilant, partagé entre sa volonté de calmer Swazik et la nécessité de vérifier les zones d'ombre qui se multiplient autour des événements récents. Pendant ce temps, Ellie ne peut oublier ce flash revenu brutalement dans sa mémoire. L'heure, 4h11 du matin, donne à ce souvenir une précision presque dérangeante. Elle se revoit photographier la cachette de l'argent dans le casier de Marceau, un casier qui présentait surtout une faiblesse déterminante. Il ne fermait pas, laissant potentiellement la somme accessible à quelqu'un d'autre. Lorsqu'elle y a vérifié la cachette, il ne restait plus qu'un billet de 100 €. Cette coupure devient désormais particulièrement significative sans être pour autant une preuve. Car au spoon, Bruno possède justement plusieurs billets de 100 € dans son portefeuille. Le rapprochement est tentant, presque immédiat, mais aucune information ne permet encore d'affirmer que ces billets ont la même origine que celui abandonné dans le casier. Marceau et Ellie avaient déjà commis l'erreur de laisser une coïncidence orienter leurs soupçons vers Sofia. Ils avaient entendu William et sa fille discuter d'une opportunité et d'une importante somme d'argent, ce qui semblait correspondre parfaitement à leurs recherches. Pourtant, en fouillant le téléphone de Sofia, ils ont découvert que la réalité était tout autre et que son besoin financier possédait une origine parfaitement officielle. Sofia a contracté un prêt de 60 000 € pour pouvoir racheter le stand italien d'Arthur Hall. Les SMS et les photographies n'avaient rien révélé, mais le courriel de son conseiller financier a finalement fourni cette explication. Cette découverte rappelle donc combien les apparences peuvent être trompeuses, précisément au moment où Bruno devient à son tour extrêmement intrigant avec son portefeuille rempli de billets. Dans le même temps, chez les Delcourt, la vérité révélée à Milo commence à modifier concrètement les rapports entre chacun. Sonia a finalement cessé de mentir à son fils et lui a appris qu'Alex était son père. La réaction du garçon a été immédiate. En apercevant Alex à proximité, Milo s'est précipité vers lui, sans hésitation, comme si cette étreinte pouvait rattraper une partie du temps perdu. Alex n'a opposé aucune réserve à cet élan. En serrant Milo contre lui, il lui a dit qu'il était fier et heureux d'être son papa. Sonia a assisté à ce moment avec une émotion forcément particulière, elle qui venait de prendre la décision de bouleverser les repères de son fils pour lui offrir enfin la vérité qu'elle estimait désormais impossible de continuer à dissimuler. Mais pour Chloé, cette scène heureuse ne peut effacer les questions qui l'assaillent. Elle avait déjà reconnu devant Alex et Judith qu'elle n'avait probablement pas mesuré l'impact réel de cette situation.
Désormais, Milo connaît son père et souhaite manifestement créer un lien avec lui. La place qu'Alex devra lui accorder entraînera nécessairement des changements dans une famille dont Chloé cherche encore à préserver l'équilibre. Sa conversation avec Marianne lui permet au moins de ne plus nier cette difficulté. Chloé avait agi en pensant au bien de Milo et en encourageant Sonia à faire face à la vérité, mais elle découvre qu'un geste généreux peut aussi avoir un coût émotionnel. Elle peut vouloir qu'Alex assume son rôle de père tout en ressentant elle-même une forme de colère face à ce bouleversement inattendu. Marianne refuse précisément que sa fille culpabilise pour cette colère. Elle lui rappelle avec sa franchise habituelle que ce n'est pas à Chloé d'assumer les erreurs d'Alex. Derrière ces paroles abruptes se cache une idée essentielle. Chloé a le droit de penser à elle-même. Elle n'est pas obligée d'accepter instantanément chaque conséquence du passé simplement pour préserver le bonheur de tous ceux qui l'entourent. À l'opposé, William vient enfin de comprendre qu'il risquait de provoquer lui-même la destruction de ce qu'il voulait protéger. Après ses tentatives ridicules pour paraître plus jeune et rendre Aurore jalouse, l'intervention de Manon a agi comme un électrochoc. Sa fille lui a montré qu'il ne ressemblait plus à l'homme intelligent qu'elle connaissait, mais à une caricature enfermée dans ses propres provocations. William a donc abandonné les déguisements, les humiliations publiques et les gamineries pour organiser un apéritif avec du champagne. Cette fois, il ne cherche plus à gagner un duel imaginaire contre des hommes plus jeunes. Il demande simplement pardon à Aurore. Celle-ci comprend immédiatement que Manon a contribué à ce revirement, mais elle voit surtout que son mari a enfin pris conscience du risque réel de la perdre. Aurore et William peuvent ainsi se retrouver, tandis qu'ailleurs les certitudes continuent au contraire de disparaître. Milo découvre un père, Chloé cherche encore sa nouvelle place, Ellie et Marceau perdent leur principal suspect, et Warren ne trouve rien dans la voiture de Swazik. Au milieu de toutes ces interrogations, un détail reste désormais suspendu. Bruno possède une quantité troublante de billets de 100 €. Pour l'instant, personne ne peut dire d'où vient cet argent. Rien ne permet d'affirmer que Bruno a trouvé le sac caché après cette nuit confuse, pas davantage qu'il soit lié aux recherches de Warren. Pourtant, alors que Sophia a dû emprunter 60 000 € pour financer son projet, Bruno semble disposer soudainement de nombreuses grosses coupures. Une coïncidence qui transforme son portefeuille en nouvel indice particulièrement dérangeant. Le portefeuille de Bruno devient ainsi le dernier élément troublant d'une affaire où chaque nouvelle piste semble déplacer les soupçons sans apporter encore de réponse définitive. Voir autant de billets de 100 € entre ses mains suffit forcément à interpeller, puisque la même coupure est liée à l'argent disparu. Pourtant, aucune preuve ne permet d'établir que cette liasse provient réellement du sac recherché avec autant d'insistance. Cette prudence est essentielle, car Sophia vient précisément de montrer combien une apparence pouvait conduire Ellie et Marceau sur une fausse piste. Leur conversation surprise entre la jeune femme et William semblait d'abord presque accablante. Sophia avait besoin d'argent pour une opportunité importante, exactement au moment où une grosse somme disparaissait. Tout semblait pouvoir s'emboîter, jusqu'à ce qu'il découvre l'existence de son financement bancaire. Le prêt de 60 000 € contracté par Sophia pour racheter le stand italien d'Arthur aux Halles change donc entièrement leur lecture de la situation. S'il reste impossible d'exclure quoi que ce soit avec une certitude absolue, cette information fournit une origine claire à l'argent nécessaire à son projet. Ellie et Marceau doivent désormais abandonner leurs conclusions trop rapides et revenir à cette question obsédante. Qui a vidé le casier ? Le souvenir d'Ellie reste leur point de repère le plus solide. À 4h11 du matin, elle avait pris une photographie de la cachette contenant l'argent dans le casier de Marceau. Celui-ci ne fermait pas correctement, détail qui pouvait sembler insignifiant dans la confusion de cette nuit mais qui devient désormais capital. Quelqu'un a pu accéder à la somme sans avoir besoin de forcer quoi que ce soit. Lorsqu'Ellie est revenue, presque tout avait disparu. Un seul billet de 100 € avait été abandonné, comme la trace dérisoire d'une somme beaucoup plus importante. Désormais, Bruno possède lui aussi plusieurs billets de cette valeur. Le rapprochement existe donc naturellement, mais il reste une interrogation plutôt qu'une accusation. Entre un indice troublant et une preuve, la distance demeure immense, et rien ne permet encore de la franchir. Pendant ce temps, Warren poursuit exactement la même quête depuis un autre angle. Il suit Swazik jusque devant chez elle et profite de l'intervention de Samuel pour agir. Dès que la médecin monte dans la voiture de ce dernier, Warren force son coffre. Il cherche visiblement quelque chose de précis, mais ressort bredouille. L'argent qu'il réclame n'est pas caché dans le véhicule de Swazik. Pour Swazik, cette traque devient d'autant plus inquiétante qu'elle ne peut jamais savoir quand elle est réellement observée. Samuel tente de lui rendre un peu de sécurité en l'emmenant à l'hôpital et conserve l'idée que leurs adversaires sont probablement des amateurs.
Pourtant, le simple fait que Warren puisse approcher sa voiture et fouiller son coffre montre que la pression dépasse désormais largement quelques messages menaçants envoyés à distance. Dans ce contexte, le message vocal de Bruno prend forcément une tonalité particulière pour celui qui connaît l'ensemble des événements. Il propose à Swazik de dîner dans un restaurant gastronomique si elle est libre. Rien dans cette invitation ne révèle une menace ni un lien avec Warren. Mais quelques instants plus tard, Bruno règle sa consommation au spoon avec un portefeuille contenant cette importante quantité de billets de 100 €. La question devient alors impossible à éviter, d'où vient cet argent ? Bruno a-t-il simplement ses propres liquidités, sans aucun rapport avec ce qui s'est passé, ou a-t-il croisé d'une manière encore inconnue la route du fameux sac ? L'épisode ne donne pas la réponse. Il se contente de placer cet indice sous les yeux, au moment même où les autres personnages sont incapables de retrouver la somme disparue. Dans le même temps, une vérité d'une nature totalement différente vient d'être retrouvée chez les Delcourt. Sonia a finalement dit à Milo qu'Alex était son père. Contrairement à l'argent, cette vérité n'a plus rien de mystérieux. Elle éclate au grand jour, et la réaction du garçon ne laisse aucune place au doute. Milo court vers Alex et se réfugie immédiatement dans ses bras. Alex lui répond avec une émotion tout aussi forte. Il lui dit qu'il est fier et heureux d'être son papa, acceptant immédiatement ce lien que Sonia avait gardé secret. Pour Milo, ces mots ouvrent une possibilité nouvelle, celle de connaître enfin son père et de construire quelque chose avec lui. Pour Alex, il représente également un engagement dont les conséquences dépasseront largement cet instant d'émotion. Car Chloé se trouve désormais confrontée à tout ce qu'elle redoutait sans parvenir à se l'avouer complètement. C'est elle qui avait parlé à Sonia et accepté le principe qu'Alex assume Milo. Mais entre accepter une idée et voir un enfant se jeter dans les bras de son mari, la distance émotionnelle est considérable. Chloé comprend qu'elle devra elle aussi retrouver sa place dans une famille dont les contours viennent soudainement de changer. Marianne lui a au moins permis d'exprimer ce qu'elle retenait. Sa fille a le droit d'être bouleversée et même en colère. Elle n'a pas à transformer immédiatement cette nouvelle réalité en histoire heureuse pour protéger Alex ou Milo. Marianne lui rappelle que les conséquences du passé d'Alex ne doivent pas automatiquement devenir un poids que Chloé accepte silencieusement de porter sur ses épaules. Sonia, de son côté, avait prévenu Alex de ce qu'elle espérait désormais. Si Milo souhaitait créer une relation avec son père, elle voulait qu'il puisse lui faire une petite place dans sa vie. L'étreinte entre eux montre déjà que ce désir existe. Le défi ne consiste donc plus à savoir si la vérité sera révélée, mais à déterminer comment tous pourront vivre avec elle sans blesser ceux qui existaient déjà autour d'Alex. Chez les Denier, la journée aboutit heureusement à un apaisement. William a enfin compris ce que Manon tentait de lui montrer. Ses vêtements empruntés à Nordine, son arrivée ridicule au commissariat et ses provocations répétées envers Aurore ne pouvaient rien réparer. Il ne faisait qu'éloigner davantage la femme qu'il prétendait vouloir reconquérir, en transformant sa jalousie en spectacle devant leurs proches. En organisant un apéritif au champagne et en demandant pardon à Aurore, William revient enfin à l'essentiel. Il reconnaît ses erreurs au lieu de chercher à les masquer derrière l'humour. Aurore comprend que Manon a provoqué ce déclic et accepte finalement de retrouver son mari. Après tant de gamineries, le couple peut enfin sortir de cette spirale avant que William ne provoque précisément ce qu'il craignait le plus. Samuel poursuit néanmoins ses propres vérifications. Au commissariat, il interroge Georges sur l'abîme, souhaitant connaître la réputation de cette boîte de nuit où Ellie envisage de se rendre. Il veut notamment savoir si des trafics peuvent y avoir lieu. Georges promet de se renseigner et de le rappeler, laissant cette question ouverte tandis que Samuel continue de surveiller avec attention ce qui se déroule autour d'Ellie. Toutes ces trajectoires finissent ainsi par se croiser autour d'une même idée, les apparences ne suffisent jamais. Chloé pensait pouvoir accepter facilement l'arrivée de Milo avant d'en ressentir véritablement les conséquences. William croyait défendre son couple alors qu'il risquait de le détruire. Ellie et Marceau pensaient avoir trouvé leur suspecte en Sophia avant qu'un simple courriel bancaire ne fasse vaciller leur théorie. Et désormais, c'est Bruno qui concentre les interrogations. Son portefeuille rempli de billets de 100 € apparaît comme un indice particulièrement dérangeant au moment où le sac demeure introuvable et où Warren continue de réclamer son argent à Swazik. Mais là encore, il serait trop tôt pour transformer un soupçon en certitude. Une seule chose est incontestable, Bruno possède beaucoup d'argent liquide, et personne ne sait encore pourquoi. Alors que Swazik reste sous pression, que Warren poursuit sa recherche et qu'Ellie et Marceau doivent recommencer leur enquête presque depuis zéro, l'image de ces billets entre les mains de Bruno referme la journée sur un doute puissant. Et si l'argent que tout le monde cherche était passé beaucoup plus près d'eux qu'ils ne l'imaginaient ? Pour l'instant, la réponse reste cachée avec le fameux sac.